Alors aujourd'hui, on a eu envie de parler de la question du passage du court au long, parce que c'est une question qui nous a tous obsédés à un moment de notre parcours. Je pense qu'il y a peu de réalisateurs de courts-métrages qui n'ont pas un projet de long dans leur tiroir, quoi, dans leur ordinateur. Et c'est souvent quand même un parcours assez compliqué, on peut dire même dur. Donc on avait commencé à amorcer cette réflexion avec Frédéric à Clermont-Ferrand l'année dernière. Et là, on la poursuit. C'était avec Élié Cisterne et Thierry de Peretti, qui étaient venus parler de leur expérience. Et là, aujourd'hui, c'est avec Arthur Harari, donc qui a réalisé plusieurs courts, notamment La main sur la gueule, Peine perdue, et qui est en ce moment en train de monter son premier long avec Péléas, qui s'appelle Diamant noir. C'est ça, voilà. Il y a Pascal Tessot qui a réalisé son premier long métrage qui s'appelle Brooklyn, qui est un film sauvage, on peut le dire, qui était à Cannes cette année à la CID. Et puis il y a Marielle Mazzucchelli qui a co-réalisé Party Girl. Voilà. Donc c'est ces trois personnes qui ont vraiment des histoires et des parcours assez différents. C'est aussi pour ça qu'on les a choisis. Donc voilà, je te laisse la parole, Frédéric, si tu veux démarrer. Donc on va peut-être vous passer la parole chacun à tour de rôle pour que vous racontiez déjà votre passé, votre passage au cinéma en fait. Arthur, si tu veux bien commencer. Bonjour. Oui, ça peut être très très long, donc je vais aller vite. Moi, j'ai fait une université, j'ai une licence de cinéma à Paris 8, Saint-Denis, et j'ai commencé à faire des films vraiment de manière sauvage pour le coup quand j'étais adolescent et puis petit à petit de moins en moins sauvage. Et puis à mon troisième ou quatrième film, j'ai eu alors d'abord je suis passé par une production du Grec. Il y a un représentant là, Marcelo Cavagna qui était déjà là quand j'ai fait ça il y a 10 ans, donc un court-métrage qui s'appelait Des jours dans la rue. Et voilà, un peu à chaque marche que j'essayais de monter, il y avait un peu plus d'argent. Les films étaient montrés en festival. Voilà, j'ai fait un film en 2007 qui s'appelle La main sur la gueule, qui a été plus montré que ceux d'avant et qui a eu une diffusion relativement importante. Et puis là, j'avais un projet de long métrage. Ça, c'était un film qui faisait 57 minutes. Et j'avais un projet de long métrage derrière. Alors moi, j'ai pas eu cette continuité avec le producteur pour plusieurs raisons. La productrice de La main sur la gueule, qui s'appelle Ingrid Goni, Les films du dimanche, c'est une toute petite société de production, et c'était une société de production qui avait à la base plutôt vocation à produire ses films à elle, qui est une réalisatrice, et elle est passée à la production de quelqu'un d'autre avec mon film, et voilà, elle n'avait pas vocation à produire plus, surtout pas forcément un long métrage, parce qu'elle était toute seule dans cette boîte. Alors, pardon Arthur, je vais t'interrompre pour qu'on fasse d'abord un petit tour de table sur les expériences initiales. Ah oui, avant de passer au... Après on racontera le passage de chacun, si tu veux bien. Voilà. Bonsoir, donc moi c'est Pascal Tessot, merci de m'inviter, c'est sympa, la SRF. Donc moi j'ai fait une maîtrise de lettres modernes, option cinéma à Nanterre. À l'époque il n'y avait pas vraiment de numérique, donc pour entrer dans le cinéma, si on voulait faire des choses jolies, c'était la pellicule, donc c'était quand même pas facile d'accès. Donc j'ai mis un certain temps avant de me connecter avec le milieu du cinéma que je ne connaissais pas. Je ne suis pas du tout de Paris, tout ça. Et du coup, il m'a fallu un certain temps avant de rencontrer mon premier producteur. Et j'ai tourné mon premier court-métrage en 2003, en pellicule. Entre Chien et Loup, c'était la boîte de prod de Saint-Denis. Et j'ai fait 4 courts-métrages. J'ai pas fait d'école de cinéma. J'ai appris sur le tas en faisant des courts-métrages avec 3 productions différentes. Et mon dernier court-métrage s'appelle La Ville Lumière. Donc là, pour la première fois, j'avais de l'argent. Le CNC, aide au programme, région, accès, tout ça. Et j'ai mis 4 ans pour le financer. Parce que, c'est un moyen-métrage, monde de la restauration de luxe, les commis, tout ça. Bon. J'ai changé 3 fois de producteur, j'ai galéré 4 ans et je voulais absolument faire ce film. Les gens me disaient, c'est débile. Passer 4 ans de ta vie pour faire un court-métrage, mais je me sentais pas prêt pour faire du long, donc j'avais besoin d'expérience de plateau avec une grosse équipe, etc.
Donc le film, bon, il a fait une trentaine de festivals dans le monde, j'ai eu des prix à l'étranger, tout ça. J'ai pas eu de reconnaissance en France. Et j'avais un projet de long métrage. Bon, j'avais fait des ateliers d'écriture, j'avais été pris au Moulin d'Andé, à Equinox, j'avais des super retours, très positifs et tout, mais j'ai pas réussi à choper de... Enfin, les producteurs avec qui j'avais bossé sur les cours n'étaient pas assez costauds pour continuer. Excusez-moi. C'est un producteur. Ça y est, il t'appelle en... Et du coup, excusez-moi, et du coup, bah, j'ai démarché, voilà, voilà, j'ai démarché des gens avec mon scénario, et j'avais, comme j'imagine pas mal de gens ici, n'arrivent pas à trouver de partenaires pour le long, quoi, parce que c'est pas la même chose, c'est des enjeux plus gros. J'en ai eu marre, quoi. Déjà, j'avais galéré 4 ans pour faire un court. Je me suis dit, je vais mettre combien de temps pour faire un long et je voyais mes potes qui s'éclataient à faire des films guérilla, Donoma, à Cannes, Rangaine, African Gangster, Jean-Pascal Zadi, Cramé, que des films de fous furieux, Rue des Cités, tout ça, des films qui ont eu quand même un gros impact. Et ces films-là m'ont beaucoup marqué dans leur liberté de faire, de pas demander l'autorisation, voilà, un côté un peu braqueur de banque, on vous emmerde, vous nous aimez pas, c'est pas grave, on n'a pas besoin de vous, et on aime le cinéma, et grâce aux nouvelles technologies, bah, on arrive quand même à avoir une qualité quand même assez impressionnante, genre le 5D, tout ça. Et voilà, ces films-là m'ont mis un coup de pression, parce que je voulais rentrer dans le truc un peu... voilà, un peu scolaire, quoi, de vouloir rentrer dans le... Voilà, ça marche pas, donc comment on fait? Et ça m'a foutu la pression, et je me suis dit, mais... voilà. Et là, maintenant, on laisse monter le suspense, pareil. Voilà, on voilà. Par la Marie. Et non, et juste voilà, ben, je me suis lancé dans un film guérilla qui s'appelle Brooklyn, que j'ai autoproduit. Au départ, c'est une association de Saint-Denis, et on est 40 sur le projet, et on a envoyé la gouache, et... Tout est improvisé sur le film, et on a été sélectionné à Cannes, donc voilà, c'est une manière un peu détournée de faire du cinéma sans argent. Pardon, donnez-moi les deux. Alors, donc moi c'est Maria Machoukeli. Je viens pas du tout du cinéma a priori, parce que moi j'avais fait de l'histoire, de l'archéologie, je faisais des chantiers d'archéologie, donc voilà. Et un jour je me suis fait plaquer, donc j'étais triste. Et un ami à moi passait la Fémis et il m'a dit tu as l'air bien triste, occupe-toi et passe la Fémis avec moi. Et moi j'y connaissais pas grand chose, et voilà. Et donc je l'ai passé en scénario parce que j'avais quand même une formation un peu littéraire, et donc je suis rentrée à la Fémis au final en scénario. Donc en fait moi j'ai découvert le cinéma en rentrant dans cette école sur laquelle je ne crache pas, parce que c'est vrai qu'avoir 3 studios, des salles de montage, et que c'est une école d'État, voilà, c'est important. Ben voilà, moi ça a changé ma vie. Donc j'ai fait voilà scénario à la Fémis. Donc j'ai appris à écrire des films. J'avais pas trop le droit d'en réaliser à l'intérieur de l'école, parce que ça c'était pas bien vu quand on est scénariste de vouloir réaliser des films. Et puis j'ai rencontré une jeune fille qui était en montage qui s'appelle Claire Burger, et avec elle on a fait des premiers cours. Donc Forbach, qui s'inspire. Enfin, c'est l'origine du premier long métrage qu'on a fait aussi avec Samuel Tice. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie continuité entre le court et le long après. On a fait un autre film qui s'appelait C'est gratuit pour les filles. Et ça a été une vraie aide pour nous, parce qu'on avait gagné le César du meilleur court métrage avec ce cours. Et comme on fait des cours, alors pas de manière sauvage ou pas à l'arrache, mais en tous les cas avec des gens qu'on appelle des non-professionnels, avec des histoires qui sont inspirées de leur vie, donc en s'inscrivant quand même dans une économie de petit budget. C'est vrai que cette carrière dans le court-métrage, entre guillemets, nous a beaucoup aidé au final à financer le long. Et voilà, et donc la vie est chouette. Et en vrai, il faut avoir la foi, parce que là, ça a l'air cool, mais en vrai, faire un long métrage, ça nous a pris 7 ans. Donc, faut avoir la foi. Ouais, je vous le dis franchement. Donc, on va peut-être aborder justement cette fabrication du premier long et cette transition. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez, oui, effectivement, quels sont les gens qui vous ont accompagné du court au long, avec qui vous avez continué à travailler, notamment si ce sont des producteurs. S'il y a eu des scénarios
avorté aussi, c'est assez intéressant. Et aussi beaucoup ce que vos cours vous ont apporté pour passer le cap, c'est-à-dire en termes de visibilité, en termes de savoir-faire. Alors c'est une question assez vaste, on peut la découper, hein, mais voilà, c'est vraiment cet entre-deux dans un premier temps en fait. Alors déjà sur la question de la formation et de l'artisanat, moi dans mon cas, oui évidemment, les courts-métrages, au début je savais rien faire et j'ai commencé à faire des choses quand j'avais, je sais pas, 17, 18 ans, voilà, vraiment en Super 8 avec mon frère qui est devenu chef-op et avec lequel je travaille toujours. Et donc oui, je vois difficilement comment moi j'aurais pu apprendre. Alors après, il y a des exemples différents, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais touché une caméra et qui font un premier long et qui est génial, et c'est comme ça depuis longtemps. Mais en tout cas, évidemment, moi j'ai appris en faisant, quoi. Donc, et j'ai l'impression d'avoir... j'ai à peu près... ça a duré un peu plus de 10 ans entre le moment où j'ai... Même plus que ça, en fait. 15 ans, on va dire, entre le moment où j'ai fait mes premiers courts-métrages et le long-métrage. Et j'aurais sans doute pas pu faire le film que je suis en train de faire avant, ou peut-être que si, je sais pas, parce qu'il y a des jours en montage où j'ai l'impression que je fais moins bien que ce que je faisais il y a 10 ans, donc tout ça est très aléatoire, mais, parce qu'on a plein de doutes quand on monte un film. Mais ouais, on rappelle que tu es en cours de montage. voilà, je suis en train de monter mon film. Mais après, les personnes qui m'ont accompagné, notamment les producteurs, c'est pareil, il y a des choses qui s'apprennent avec chacun. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, je m'étais arrêté là, c'est que ensuite, après ce film, La main sur la gueule, j'ai eu un projet de long métrage avec un producteur qui s'appelle Michel Klein au film Atari. Et j'ai écrit un long métrage pendant 2 ans et demi, 3 ans, et j'ai pas eu d'argent du tout. Alors que on partait sur une lancée un peu optimiste comme ça. Aussi parce que mon film d'avant avait eu une certaine visibilité comme ça. Et j'ai pas eu 1 euro. Après, j'ai pas tout essayé, mais je me suis vraiment épuisé au bout de ces 3 ans. Et contrairement à plein de gens, notamment ce que tu racontes, qui passent outre quand même, qui soit font le film, soit partent sur un autre projet. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où on passe 3 ans à écrire un film qui se fait pas, et en fait, en 2 mois, 6 mois ou 1 an, il y a un truc qui se débloque et un autre projet se fait, et c'est celui-là qui est visible et qui marche. Moi, j'ai pas fait ça, et je suis reparti, et j'ai écrit un film encore en 3 ans, plus difficile, plus cher, et vraiment, vraiment plus compliqué à produire, et c'est celui-là que je suis en train de finir. Donc c'est très bizarre. Moi, par exemple, je ne voulais pas, je sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas faire un film à l'arrache, ou comment dire. Enfin, c'est pas totalement vrai. Le premier long que j'avais écrit, avant de l'abandonner, évidemment, je voulais pas lâcher l'affaire, et j'ai essayé de convaincre mon producteur donc de l'époque de partir sur ce film avec très peu d'argent. Et je pense qu'on aurait peut-être pu avoir cet argent, parce que je crois pas que c'était totalement merdique ce que j'avais écrit, mais lui il se sentait pas, parce qu'il l'avait déjà fait dans le passé, et il m'avait dit voilà, il faut avoir une foi effectivement, et une énergie dingue. Moi je l'ai pas, enfin pas moi, lui il l'avait pas, il m'a dit. Et du coup j'ai été voir 2-3 producteurs avec le scénario qui s'étaient plantés 2 fois à l'avance sur recette, j'avais pas eu d'argent. Et le film était dur à produire quand même, c'était très noir, c'était très minimal comme ça. Et puis c'était l'histoire d'un type c'était une agonie en fait, un type qui allait mourir. Non, mais il y avait des choses excitantes dans le film, c'était un espèce de film d'aventure mais à un moment c'était le parcours du personnage vers la mort. Et effectivement, mais je veux dire, La Mouche de Cronenberg c'est pareil, hein. Donc il y a plein de films comme ça qui racontent des choses très très dures et qui font beaucoup d'entrées. Je pense que mon film aurait été moins bien, mais donc c'est pas un argument pour moi, mais ça l'était pour les gens qui m'ont pas donné d'argent. Ou pour les producteurs qui au bout d'un moment me disaient mais t'as trop de casseroles là, le film a échoué 2 fois à l'avance, c'est dur à... Et puis je pense que le scénario ne devait pas les convaincre suffisamment, donc au bout d'un moment j'ai compris que ça marcherait pas, et surtout j'avais épuisé mon désir sur ce film. C'est-à-dire que j'étais passé d'une confiance de 200% à une confiance de moins 400, et j'étais vraiment au fond du trou. Et ce qui est intéressant, c'est comment j'ai fini par rebondir sur l'autre projet. C'est que c'est un autre producteur, qui n'est pas mon producteur actuel, qui m'a proposé, qui m'a presque passé commande. Il m'a dit, est-ce que tu voudrais pas ça t'intéresserait pas de faire un film de braquage, un film de genre?
Et parce qu'il avait vu mes films, il avait lu ce scénario que j'ai pas tourné, et il avait eu une intuition comme ça. C'était Grégoire de Bailly, Laznec Productions. Et donc j'ai dit oui, ça m'intéresse. Ça m'intéressait modérément en soi, mais j'ai senti qu'il y avait là une planche de salut. Et en fait, j'ai trouvé là-dedans des choses assez excitantes à raconter. Enfin, je me suis rendu compte que je pouvais raconter autre chose que juste des types qui trouvent un code pour rentrer dans une banque. Et donc c'est cette espèce de commande qui m'a reconnecté avec un désir hyper fort de cinéma. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette phase-là. Et oui, non, et ce qui est très particulier dans ce parcours-là, c'est que ce n'est pas lui qui a produit le film, parce que assez vite il m'a dit mais en fait je t'ai proposé de produire et j'ai plus d'argent dans mon enveloppe de développement. Et voilà, donc pendant, je sais pas moi, 2 mois, j'ai travaillé avec une collègue à lui qui était aussi chez Laznec. Et au final, quand je lui ai rendu un texte, elle a dit mais en fait j'ai l'impression que c'est ni ton film, ni le mien, ni Grégoire, il est parti. Donc j'ai dit bon bah ok, je vais partir avec ce que j'ai écrit et je vais aller chercher un autre producteur. Et j'ai envoyé ce film au producteur avec lequel j'avais le plus envie de travailler, qui avait déjà lu le film d'avant, mais qui m'avait dit non, je ne veux pas le produire, mais ça m'intéresse de bosser avec toi, qui s'appelle David Thion au film Péléas. Et sur le texte qu'il a lu, qui faisait une dizaine de pages, il a dit ouais, ça m'intéresse, on y va, et voilà. Donc c'est un parcours un peu erratique, et pour trouver finalement le bon projet et le bon producteur, quoi. Enfin, j'espère. En tout cas, ce que je trouve intéressant, ce que ça m'inspire comme ça en t'écoutant, c'est que la question de la foi, en fait, elle est totalement là chez toi, mais elle s'exprime d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une foi de cinéma qui est hyper forte et qui va te faire tenir pendant... parce que c'est combien d'années tout ça? C'est 6 ans. J'ai passé 7 ans sans tourner. C'est 7 ans sans tourner, c'est un truc de dingue. L'année dernière, mais j'ai passé 7 ans sans tourner. Donc comment on passe 7 ans à se dire que c'est son métier, qu'on a envie de le faire, sans faire... Voilà, ça demande en fait autant de force et de foi que de partir faire le film à l'arrache, quoi. Et pourquoi? Parce qu'au fond, tu as l'intuition que ton premier film, c'est pas celui-là, c'est un autre, et tu poursuis quelque chose, quoi. Alors moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup tourné. J'ai eu la chance de faire du documentaire, parce que la question principale quand on est réalisateur, c'est comment on paye son loyer et comment on remplit le frigo, sans faire des boulots qui t'éloignent trop de ta passion. Et j'ai eu la chance de faire un documentaire sur le slam, un 52 minutes pour France 5. Et j'ai adoré en fait faire du docu, parce que c'est beaucoup plus spontané, il y a moins de lourdeur, on est moins nombreux, on est que 3 au lieu de 30. Il y a une légèreté que j'aime bien, c'est beaucoup d'improvisation dans la mise en scène, tout ça. Et ça m'a donné la possibilité d'en faire d'autres. J'en ai fait 3 autres, j'ai fait 3 52, enfin en tout j'en ai fait 4. 52, tout en développant mes putains de films qui duraient sinon c'est pendant 4 ans. Mais je tournais beaucoup, j'ai fait des clips, etc. Et en fait, ça m'a intéressé de fictionnaliser le documentaire. Enfin, moi j'aime beaucoup le cinéma réaliste, voilà, néo-réalisme, etc., cinéma anglais, machin, cinéma américain, et c'est vrai que ça m'a développé un style à la frontière entre le docu et la fiction, en fait. Et c'était des films en fait très urbains, en banlieue, etc. J'ai tourné des films à Mantes-la-Jolie, à Saint-Denis, à Marseille. Et je me disais, putain, mais là, il y a des espaces qu'on voit jamais dans le cinéma français, dans ces cités, etc. On pourrait faire des putains de films, on voit jamais ces décors, ces milieux. Et quand mon scénario de long métrage patinait, on me disait c'est trop cher, c'est trop ambitieux, t'as pas assez d'expérience, t'as pas prouvé, machin. Donc j'arrivais pas, voilà. Donc j'ai écrit un autre scénario, en fait. Celui que j'ai écrit, c'est pas celui que j'avais démarché. Je me suis adapté, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire sans thune? Donc je regarde tous les films qui sont faits sans thune, voilà, les décors, les personnages, on a besoin de quoi, on discute. J'ai beaucoup discuté avec tous ces réalisateurs-là du cinéma guérilla, qui m'ont beaucoup inspiré, etc. Et je me suis dit, mais voilà, on peut raconter une histoire simple, avec des décors un peu centraux, etc. Voilà, en banlieue, à Saint-Denis, j'ai fait tout le film à Saint-Denis. J'ai eu la chance aussi sur les documentaires d'être chef-op. J'ai appris sur le tas, sur les 3 derniers, j'étais chef-op entièrement. Donc j'ai beaucoup appris aussi en filmant moi-même et tout. Et là sur le film Brooklyn, je tourne un tiers du film, c'est moi qui cadre. Et du coup c'est très jouissif. Donc j'avais envie
voilà, la frustration. Je pense qu'on est tous frustrés de ne pas pouvoir faire les films qu'on veut, même quand on est dans la place, etc. Tout le monde a, voilà, on est trop nombreux peut-être en France à vouloir faire des films et il n'y a pas assez d'argent. Donc moi j'incite les gens à se lâcher, à expérimenter. Et moi j'ai vraiment voulu expérimenter sur ce film Brooklyn. C'est pas juste faire un film pour faire un film, c'est vraiment expérimenter une forme qui n'était pas forcément encore aboutie dans mes cours et mes docus. Et j'ai fait une sorte de synthèse des deux, où je me suis vraiment éclaté en mise en scène. Et puis ce qui est important quand on fait des courts-métrages, au-delà de la technique, pour moi, le truc le plus important, c'est les acteurs. Et j'ai pas fait d'école de théâtre, etc. Donc, au départ, les acteurs, pour moi, c'est des martiens. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Et bon, j'ai fait un stage, un workshop, acteur studio, etc. Enfin, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est pas tellement la mise en scène, même si c'est important. Pour moi, le cœur, c'est les acteurs, c'est les intentions, Et là, j'ai expérimenté sur Brooklyn un truc qu'on nous permettrait peut-être pas de faire dans un film normal. C'est-à-dire que tout le film est improvisé, en fait. Tous les dialogues du film sont improvisés. Donc j'ai écrit un canevas de 15 pages, une sorte de traitement. Mais du coup, cette liberté-là, c'est fantastique parce qu'on fait un truc qu'on ne nous autoriserait pas s'il y avait trop d'argent. Enfin, voilà. Et du coup, on cherche, on n'a pas de pression. On fait ça à Saint-Denis, entre nous, avec tous mes amis, on était 40. La plupart des gens n'avaient jamais joué, même au théâtre, un court-métrage, rien. Donc c'était une grande première pour tout le monde. Et moi, j'ai quand même fait des ateliers aussi avec des jeunes. J'ai fait beaucoup d'ateliers où je leur apprends le b.a.-ba du jeu, etc. Et du coup, voilà, c'était un work in progress permanent et on a tourné pendant 6 semaines. Et vraiment, on retrouve une fraîcheur dans la démarche que moi, je ne vois pas beaucoup dans le cinéma français, et notamment dans le rapport aux comédiens. Mais dans ta décision, en fait, le moment, enfin, ça a mûri pendant combien de temps, en fait, pour en arriver à te dire, je vais tourner Brooklyn sans argent? En fait, moi, j'aime bien parler vraiment sans... Voilà. Moi, j'ai fait 4 courts-métrages, j'ai jamais été à Clermont-Ferrand. On nous dit Clermont-Ferrand, si tu ne vas pas à Clermont-Ferrand, t'es une merde. En gros, voilà, c'est la hiérarchie française. Bon, ok, d'accord, je suis une merde, ok. 4 courts-métrages, j'ai bossé comme un chien, bon... J'ai des prix dans plein de trucs, bon, je suis pas là. Ok. Et on va à l'étranger, et là, c'est pas le même discours. Donc j'ai eu un prix à Los Angeles, au Colcoa, avec mon dernier cours. Et c'était des gens qui travaillent à Hollywood sur des films que j'adore. Genre le scénariste de Antoine Fuqua, de Michael Mann. Des gens, total respect. J'ai peut-être plus de respect pour eux que pour des gens du cinéma français, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit mais ça te déchire ce que tu fais, gars, et ils m'ont donné la patate, en fait. J'ai eu le prix là-bas. Je suis rentré en France, j'avais la haine. Je dis attends, alors en France on est une grosse merde, et à l'étranger on nous dit ouais, ça déchire, il y a un problème. Quel est le problème? Et en fait, à un moment donné, voilà, c'est des problèmes, je sais pas moi, culturels ou psychologiques, qui fait que et du coup j'avais la rage, et je me suis dit allez vous faire foutre. Et voilà, à un moment donné, ils nous empêchent. C'est scolaire. C'est ah non, tu n'as pas eu ta moyenne cette année. Tu vas redoubler. Essaye l'année prochaine. Et encore, je ne sais pas si tu seras. Voilà. Allez vous faire foutre avec vos petites machins là. Chose pyramidale, là, ça saoule. Et on est nombreux à. Moi, je connais plein de réalisateurs de courts-métrages qui ont un talent fou et on les calcule pas. Donc, alors que s'ils vont à l'étranger, on dit waouh, ça déchire. Donc, la France est malade. Et du coup, bah voilà, avec mes amis, voilà, je vois Rangen, je vois Donoma, Rue des Cités, je dis waouh. Mais voilà, hip-hop, mentalité, on ne demande pas l'autorisation de faire. Voilà, et puis c'est aussi revenir au cinéma que j'aime, du cinéma indépendant américain. Le premier film de Scorsese, Who's That Knocking at My Door, c'est sa maman qui a financé. Il a fait pendant 5 ans, il a galéré. John Cassavetes, Shadows, voilà, pour moi c'est des légendes, et c'est revenir un petit peu à est-ce que tu aimes vraiment le cinéma, est-ce que tu as des choses à raconter, et on s'en fout, t'es pas d'argent, t'as pas la grue et la dolly, qu'est-ce que tu as dans les tripes, qu'est-ce que tu as à raconter. Et du coup j'ai écrit un scénario pendant 2 ans, enfin un traitement, en me disant je vais le tourner en guérilla, et j'ai pas démarché du tout de producteur, j'ai pas cherché d'argent, c'était vraiment conçu. C'est pas une frustration. J'ai vraiment conçu le projet pour le faire comme ça, dans une totale liberté.
Et c'est une prise de risque parce que si tu te foires, enfin c'est ta thune, donc voilà, tu te mets en danger. Moi, pendant 2 ans, j'ai fait ce film, j'ai pas travaillé, donc c'est un vrai sacrifice. Donc du coup, t'es au fond du puits, quoi. Et t'as qu'une solution, c'est que ton film il ait de l'intensité, sinon c'est ridicule, c'est absurde. Donc du coup, c'est vraiment si on peut faire autrement, c'est bien, mais je trouve que c'est une super école en fait, parce que on est dans la nécessité. Et du coup, on enlève tous les trucs un peu surfaits, fabriqués, et on va vraiment à l'os avec les acteurs. Qu'est-ce que tu veux raconter, etc. Et j'étais encouragé donc par Rachid Jaidani et tous ces gens qui sont encore là, qui sont bienveillants et qui m'ont donné plein de conseils. Et j'y suis allé, voilà, c'est comme faire un album de rap, quoi. On ne demande pas l'autorisation à Virgin ou à Universal pour exister, donc c'est une nécessité. Et c'est un film donc, sur la culture hip-hop. C'est un film musical. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que finalement, la manière dont tu as choisi le mode de production de ton film, tu l'as aussi choisi parce que ça correspondait profondément à ton rapport au cinéma, à ton esthétique, aux gens que tu avais envie de filmer. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une alchimie entre ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter et comment on va le produire. Et il n'y a aucune vérité absolue là-dessus. C'est un truc très instinctif qui fait qu'on est capable à un moment de faire un film dans ces conditions et le film pourra être réussi grâce à ça ou pas, en fait, selon ce qu'on a vraiment à dire et à faire au cinéma, quoi. Ouais, puis c'est un retour à... Enfin bon, moi j'ai grandi en banlieue, mais je me suis éduqué, j'étais à la fac, etc. Donc on s'intellectualise et tout. Mais moi j'ai une culture hip-hop et refaire un film comme ça, c'est revenir à quelque chose qui est moi, en fait, qui est instinctif. C'est comme si, peut-être, un petit peu, j'exagère un peu, peut-être qu'on se perd un peu quand on veut rentrer dans le truc, dans le moule et tout, et revenir à quelque chose de plus sauvage. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir énorme à faire ce film, j'en suis super fier, et voilà, ils déchirent tous là dans le film, et voilà, c'est une grande fierté d'avoir fait ce film comme si on faisait une autoproduction de rap, quoi. Donc, c'est vraiment revenir à ma culture et c'était cohérent en fait, même si je n'ai rien contre l'argent. Il en veut. Non, ça me faisait réfléchir parce que je me disais, mais c'est marrant parce que les Portes du Paradis de Cimino qui doit coûter 20 millions, je pense qu'il est dans la nécessité aussi. C'est-à-dire que, en fait, non, c'est juste pour dire. Et plus que 20 millions, et il a ruiné je sais pas combien de boîtes de prod, et il a arrêté de faire des films pendant 15 ans, je crois, après, parce que justement, et je pense qu'il était dans une nécessité. Donc, moi, je fais juste attention à ce discours, non pas que je le pratique pas ou que je ne l'aime pas, je dis juste que un film, la nécessité, c'est pas juste parce qu'on crève la dalle. On peut crever la dalle à 20 millions de dollars, étonnamment. Alors, ça a l'air un peu choquant comme ça, mais ça dépend voilà, des besoins qu'on a de raconter certaines histoires dans certaines localités, avec certaines personnes. Voilà. Ceci dit, moi aussi, je fais des films avec des non-pros qu'on paye au tarif syndical, donc voilà. Mais bon, voilà, il y a différentes nécessités. C'était quoi ta question ? C'était la période de transition en fait entre ah ben elle a été longue. Oui. Eh oui, elle a été très longue. Et ce en quoi les cours t'avaient nourri, c'est-à-dire Oui. aussi bien, enfin, t'avais aidé en termes de visibilité, t'avais apporté un savoir-faire, t'avais fait rencontrer des techniciens, Ouais. Par exemple, est-ce production. que c'est une bonne chose d'avoir un César du court-métrage ? Bah, c'est très dur. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que un prix, c'est terrible parce qu'on dort quand même très mal, en fait. Les gens sont très contents et vous avez très peur. Donc, c'est bizarre. Mais non, faire des courts-métrages, nous, on vient du court-métrage. Donc, ça a été une chance incroyable parce qu'on a eu l'autorisation de se planter et d'essayer des choses. Ce qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire, je pense, si on était passé avec le genre de film qu'on fait, directement au long métrage, ou en tous les cas ça aurait été risqué. Donc on a aussi travaillé, élaboré entre guillemets une technique, et une technique qu'on a élaborée aussi avec nos techniciens, que ce soit notre chef opérateur, que ce soit l'ingé son, que ce soit le monteur. Alors non pas qu'on a réinventé quelque chose ou inventé quelque chose, mais en tous les cas on a eu le besoin de se roder parce que on travaille beaucoup en impro aussi. Parce que c'est souvent des gens qui jouent une partie de leurs histoires personnelles et parce qu'on tourne dans le chaos et à l'arrache là pour le coup, mais
c'est pas une question de sous, c'est une question de désir de chaos, je crois. Et que du coup, ça implique pour les techniciens beaucoup de choses. Parce que c'est pas entre guillemets classique, parce que pour le pointeur, par exemple, c'est une catastrophe. Enfin, c'est très dur pour un pointeur d'être sur nos films. Et d'ailleurs, on a le même pointeur et le même chef opérateur depuis 2-3 films. Et je pense qu'on a grandi ensemble. Et pareil pour le monteur. Donc ça a été très rassurant pour nous quand on est passé au long. Parce qu'on les connaissait, parce que c'était un peu la famille. Mais pas dans un sens niais du terme, dans un sens amical, et que je pense que sans cette famille de techniciens, avec les difficultés que ça comporte, hein, vous imaginez bien qu'on ne se fait pas des bisous tous les soirs, mais c'était rassurant, et c'était rassurant aussi parce que le long métrage, on allait chez une vraie famille en Moselle, qui n'avait pas du tout l'habitude des gens du cinéma, qui racontait des choses très intimes, et le fait de savoir qu'on y allait pour le coup entre guillemets en famille, les a rassurés eux aussi. Donc il y avait voilà, une atmosphère comme ça qui remonte à des années et c'était important. Après sur la production, nous on a eu la chance du coup d'être produite par Elsevier Film, donc Marie Masmonteil et Denis Caro, qui avaient vu nos courts-métrages. Donc voilà, ça, le court-métrage sert aussi à trouver des producteurs. Avant on avait été produit par Dharam Salah, donc Isabelle Madeleine, qui est une formidable productrice et avec qui on retravaillera certainement. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas fait le long avec elle que, au contraire. Mais simplement pour vous dire que en fait, avoir un César, en fait, on a les boules. On a échoué sur un premier projet de long métrage qu'on a mis, je crois, aussi 3 ans à écrire. Avec le sentiment qu'on avait, je pense, sans vouloir se l'avouer, parce que voilà, on est toujours plus orgueilleux que ça, mais qu'on avait une pression, que les gens nous attendaient un peu au tournant, qu'on se disait bon, elles vont faire quoi les deux là, et du coup, on n'avait pas la liberté justement, on se sentait pas libre, on se sentait pas autonome, on se sentait attendu. Et être attendu, c'est une pression, je pense, pour n'importe qui, voilà, et pour les réalisateurs d'autant plus. Et je pense qu'en fait, on cherchait à se planter peut-être sur un premier projet, d'une manière un peu paradoxale, mais pour qu'une fois que tout le milieu savait qu'on s'était bien pété plan, qu'on était bien des merdes, et on avait la force de se dire on peut tout reconquérir. Mais parce que je pense que le cinéma, ça a à voir avec la conquête d'une certaine manière, ou en tous les cas d'un territoire ou d'univers, de visage, de choses comme ça. Et donc là, on a écrit le film donc Party Girl à 3 assez vite, et en fait, le financement s'est plutôt bien passé. Sauf à un moment donné où il a été question de convention collective, alors c'est un peu tricky, mais là du coup on était de rentrer, si la convention passait, on ne pouvait pas faire le film, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire le film, et donc on a eu une période comme ça de flottement où on ne savait pas si on pourrait ou non faire le film. Et donc on a eu de moult péripéties plutôt terribles, notamment au Luxembourg, parce que la solution miracle dans ces moments-là, on vous dit on va faire une copro avec le Luxembourg, vous allez avoir plein d'argent et puis ça va bien se passer. Et en fait, moi je déconseille ouvertement, je le dis publiquement à tout le monde d'aller au Luxembourg. Je le dis, enfin, on peut en discuter, mais voilà. Moi j'ai trouvé que c'était une expérience très, très particulière, très pénible. Et en plus, à la fin, ils nous ont boulés. Donc autant vous dire que voilà, ça s'est vraiment mal passé. Et donc, on a fait après ce film hors convention, donc plutôt à l'arrache, entre guillemets, par rapport à des salaires dont ont droit les techniciens. Et donc les techniciens ont aussi accepté parce que c'était notre famille du court-métrage, donc ils n'ont pas ils y sont allés vaillants, mais parce que aussi il y avait une fidélité à cet endroit, mais on n'était pas à l'aise, tu vois, en termes d'argent. Bizarrement, c'était aussi compliqué de rétribuer les gens en fait, parce que il s'agit alors la question de comment on est payé quand on est réalisateur ou scénariste, c'est la merde quand même, hein, voilà. Mais on est aussi en charge de payer les gens qui travaillent sur nos films. Et ça, c'est l'autre question. Et donc, du coup, financer ces films, c'est aussi payer les gens avec qui on travaille. Et sur le long terme, ça paraît important. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des courts-métrages à l'arrache où, effectivement, comme dans tous les courts-métrages, personne n'était payé. Et voilà, et on fait tout ça pour apprendre, et c'est formidable, et on s'amuse, et on est libre, et voilà. Et au bout d'un moment, c'est vrai que les gens peuvent pas faire ça éternellement.
Alors, en tant que réalisateur non plus, mais les techniciens non plus. Donc voilà, il y a un équilibre comme ça qui est une vraie question en ce moment du cinéma. Je pense que les deux doivent cohabiter, mais qui est une vraie question. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je vous aime beaucoup. Non, mais c'est très bien. Non, mais ça va nous permettre d'enchaîner sur un aspect purement financier et lié en fait aux façons dont vos films se font financer. Les commissions que vous avez eu à passer pour pouvoir obtenir cet argent-là, l'évolution des rapports avec la production à ces moments-là, c'est très important. Et puis que vous nous disiez avec quel budget vous avez tourné. Et ensuite, on enchaînera avec le tournage lui-même. On fera des comparatifs. On est là pour ça. Alors déjà moi quand je me suis mis à écrire le scénario et assez rapidement il est devenu assez évident qu'on ne pouvait pas faire le film en dessous d'un certain budget parce que c'était dans le contenu même du scénario. C'était pas délirant mais assez vite je me suis rendu compte que avec le producteur qu'il fallait je sais pas, on va dire entre 2,5 millions et bon après il n'y a plus de limite mais sachant que le point un peu idéal c'était 3 millions quoi. Ça c'était avant les questions de convention collective et de passage à cette convention peut-être tu peux dire 3 mots sur le sujet de ton film pour que ça incarne un peu. Donc le film avec ce point de départ qui était comme une espèce de commande, au bout d'un moment c'était plus une commande puisque j'étais moi-même aux commandes mais un film de braquage en fait c'est plus complexe que ça, mais c'est un film de vengeance, c'est un jeune homme comme ça qui veut se venger d'une partie de sa famille, c'est un peu une trame à la Hamlet, et qui se passe dans le milieu des Diamantaires à Anvers, et voilà, donc le film se tourne sur plusieurs pays, alors c'est pas du délire, c'est juste, ça peut pas être fait, en fait, il y a beaucoup de films qui peuvent se faire avec une marge assez énorme, c'est-à-dire le film n'est pas faisable avec 100 €, mais par contre il est sans doute faisable avec je sais pas moi 200 000 ou 300 000 €, mais il pourrait se faire avec 2 millions et il n'aurait pas un visage si différent que ça en fait. Par contre les questions de production sont très différentes, comment les gens sont payés, combien de temps on tourne, bon, et ça influe évidemment sur le visage du film, mais en fait, et je suis plutôt pas trop mal placé pour en parler parce que j'ai suivi toute la fabrication du film La Bataille de Solferino dans lequel je suis acteur occasionnel. Et c'est un film qui s'est fait avec très peu d'argent. On est parti en tournage, on avait 100 000 € ou 150 000 €. Et en cours de route, on a eu un peu plus d'argent, mais j'ai vraiment vu le truc au jour le jour. Le film aurait à peu près le même visage s'il n'avait eu que les 150 ou 200 000 € de départ. Ce qui est assez dingue quand on y réfléchit, parce qu'il y a certains films qui peuvent... Et pourtant, ils ont demandé, enfin le producteur a demandé à peu près tous les guichets. Mais comme c'était particulier, il devait tourner à une date spéciale parce qu'il fallait tourner pendant les élections présidentielles. Dans l'ADN du projet, il y avait l'idée que quoi qu'il en soit, il fallait tourner et c'était faisable. Ça devait être faisable parce que la nécessité était trop grande pour. C'était pas possible d'abandonner le projet ou de le repousser ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'il y ait le budget. Il fallait faire le film. Moi, mon film, c'était dans l'ADN, il y avait quelque chose aussi parce que il y avait un désir un désir esthétique mais pas uniquement de faire un certain type de cinéma. Et donc, assez vite, on est tombé d'accord sur cette ambition financière. Et donc, ça, effectivement, ça met une certaine pression parce qu'on se dit, bon, bah, si finalement on récolte que 200 000 €, c'est horrible, quoi. On a bossé pendant longtemps pour ne rien avoir. Donc, effectivement, c'est un autre genre de nécessité. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, on se met au fond du puits. Et là, il n'y a aucun autre moyen de faire que ce soit fort, intense. Moi, j'ai ressenti la même chose en fait, avec cette nécessité de trouver beaucoup d'argent en fait. Et donc, bah, après, nous, on a procédé très classiquement, quoi. On a demandé, on a été voir des distributeurs. On a eu un engagement d'un distributeur, mais qui n'a fini par annoncer combien il allait mettre sur le film que tardivement. Donc c'est Ad Vitam. Qui a mis à peu près, je crois, 100 000 € sur le film. Ça, c'est le premier partenaire qu'on a eu. Ensuite, on a demandé le CNC plusieurs fois, l'avance sur recette. Au troisième dépôt, on a eu l'avance sur recette, donc c'est à peu près 500 000 € en moyenne. Enfin, sur mon film, je sais pas exactement combien c'est, mais ça ressemble à ça. Tu as été en plénière à chaque fois ? J'ai été en plénière à chaque fois. Donc j'ai fait 3 €
Et est-ce que pour parler rapidement d'une expérience de commission, est-ce que tu as l'impression d'avoir tiré quelque chose de ces différents passages ou pas tant que ça Oui, pas forcément des retours qui m'ont été faits directement, mais en fait, quand on nous a dit non 2 fois, avant de la 3e fois qu'on nous dise oui, on est obligé de se poser la question de comment faire mieux. Mais donc ça a mis en lumière des doutes sur la lecture, qui étaient parfois des doutes avec lesquels je suis pas d'accord encore aujourd'hui. En fait, c'est compliqué de se dire ah oui, ils avaient raison. Maintenant, rétrospectivement, ce que je sais, c'est que je pense que j'ai sans doute amélioré l'écriture parce qu'il fallait, puisque le film n'était pas faisable sans l'avance sur recette. Sur un budget de 3 millions, une enveloppe de 500 000 euros, on pouvait très difficilement s'en passer. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc voilà. Ensuite, on a eu quoi ? On a eu Canal+ dans l'ordre, sans doute. Ce qui était très surprenant pour moi. Je pensais pas et le producteur non plus pensait pas qu'on aurait Canal+. Et alors eux, ils ont donné pas mal d'argent. Ils ont donné 750 ou 800 000 euros. En fait, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est quand on n'a pas fait de long métrage, c'est assez étonnant. Les gros guichets comme ça a été un peu la même chose avec France 2. Tardivement, on a eu France 2 aussi. Sur un projet comme le mien, en tout cas, ils étaient prêts à prendre des risques et à miser. Alors que, franchement, les films que j'avais fait avant ne ressemblent vraiment pas beaucoup à celui que j'avais écrit. Alors que peut-être, si j'avais fait le premier long métrage que je n'ai pas fait, ce film sur le type qui va mourir, il est probable que et Canal+ et France 2, même si le film était réussi en termes de cinéma, il est probable qu'ils n'auraient pas eu la même envie ou la même. Il y a une espèce de prime comme ça, genre on va voir. Parce que franchement, 500 000 euros ou 800 000 euros pour Canal+, c'est pas grand-chose en fait. Pour France 2, c'est pareil. Pour nous, c'est énorme. Mais donc ils sont forcés de prendre une marge de risque pour un premier film. Et là, ils avaient envie de prendre ce risque-là sur le mien. Mais c'est très aléatoire. C'est pas parce que le scénario était génial, en fait, je pense. C'est qu'à un moment, il y a eu quelque chose où ils ont eu envie de voir, quoi. Peut-être ce qu'il faut ajouter par rapport à ça, je sais pas si j'ai raison, mais c'est un ressenti. Le budget que va mettre Canal, la somme, est aussi liée à la production qui porte le projet, je pense. C'est-à-dire que donner 800 000 euros sur un premier long, pour Canal, c'est vraiment rare. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils adorent le projet, mais ça veut dire aussi qu'il y a une structure de production en qui ils ont confiance. C'est la première fois qu'ils leur donnaient, je crois que c'était la première fois qu'ils avaient Canal sur un premier film, et en tout cas c'est la première fois qu'ils leur donnaient autant. Autant, ouais. Donc il y avait une conjonction, à la fois de confiance, c'est comme s'ils étaient mûrs dans leur relation avec ce producteur. Il faut vraiment savoir ça quand même, c'est qu'il y a un avant et un après, quoi. C'est producteurs qui portent ça. C'est-à-dire quelle relation il a à la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé, sa line-up, c'est quoi les films d'avant, comment ça s'est passé, tout ça, ça compte dans le projet qui vient. C'est sûr. Et après, on a eu, comme c'était une coproduction avec la Belgique, on a cherché beaucoup d'argent en Belgique. Le film se tournait en grande partie en Flandre, à Anvers. Mais on a eu très peu d'argent de la Flandre parce que c'est un système de coproduction assez complexe, il n'y a pas beaucoup de guichets. Et le film, comme la langue c'est le français, pour eux c'était pas très intéressant, donc on n'a pas mis beaucoup d'argent. Par contre on a eu une aide, et ça c'était vraiment une extremis sur le financement du film, une aide européenne qui nous a permis de faire le film vraiment dans les conditions qu'on voulait à la fin, quoi. Eurimage ça s'appelle, qui ne peut être donné qu'à des coproductions européennes, et c'était notre cas. Donc on est arrivé à un total d'environ 3 millions. On aurait pu faire le film avec 2,5 millions, sans doute, mais plus on se rapprochait de 2 millions, plus ça devenait absurde, parce qu'il y avait des choses auxquelles on aurait dû renoncer, qui étaient je le répète, dans l'ADN du projet. Alors ça peut paraître très présomptueux de dire ça, mais en fait c'était le film que je voulais faire. C'est à peu près comme si c'est l'équivalent de toi, si on t'avait dit non, tu peux pas tourner à Saint-Denis, en fait, parce qu'en fait la ville entière est en travaux, donc il va falloir que tu tournes à Meudon. Et là, t'aurais dit mais non, en fait c'est pas possible. Moi c'était à peu près aussi intrinsèque que ça. Fallait qu'on tourne à Anvers. On a aussi des scènes qui vont se tourner en Inde. Ça j'ai pas encore tourné. Donc il y avait des choses dans le film qui nécessitaient cette voilà. Donc c'est cher pour un premier film. C'est pas rien du tout. Après,
je me suis rendu compte que c'était pas énorme. Par exemple, pour donner un détail très concret, alors évidemment, on était sous convention collective, donc les gens étaient vraiment relativement bien payés. On n'était pas dans des choses à payer à moins 40 ou moins 50%. Mais les acteurs n'avaient pas de ce qu'on appelle des carloges, quoi. Ils n'avaient pas de loge, quoi. Donc il y avait des choses improvisées où ils devaient. C'est des détails comme ça, mais c'est pour dire que c'était pas un tournage, c'était pas du délire, quoi. On n'était pas richissime quand on était logé dans des conditions relativement modestes. Et il y avait des acteurs qui tournent plutôt sur des films parfois où il y a un peu plus d'argent et qui le remarquaient. Donc c'est relatif cette question de la richesse. Mais évidemment, on était quand même bien lotis, quoi. Quelle autre question tu parlais de comédien, donc justement, ce casting a eu une influence sur le financement? Non, aucun, parce qu'il n'y a pas de comédien très connu. Le rôle principal, c'est un comédien qui s'appelle Nils Schneider, qui a joué dans les films de Xavier Dolan, mais des rôles secondaires, et qui maintenant joue en France, et qui n'est pas du tout une star. Après, je pense que c'est un acteur prometteur, si on peut dire, et qui a pu donner envie, ça a été un des arguments peut-être, qui a donné envie à Canal+, de miser sur le film, mais c'est pas du tout un acteur qu'on appelle bankable. Et après, les autres rôles, si je vous dis les noms, vous les connaîtrez pas. Il y a un acteur qui est très connu en Allemagne, qui s'appelle August Dill, qui a joué dans un film de Tarantino, tout ça, mais qui est pas du tout une star en France. Alors quand on montre son visage, ah oui, je vois qui c'est, mais c'est pas du tout l'équivalent de, je sais pas moi, un Bonhomme à Gimel ou Jérémy Régnier, ou je sais pas, il n'y avait pas l'équivalent de ça sur mon film. C'est aussi ça qui fait que j'étais très surpris d'avoir et Canal+ et France 2, parce que en réalité la question du casting était vraiment secondaire. Ça m'a vachement surpris. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai lutté moi de A à Z avec mon producteur. J'ai pas eu tellement à lutter parce que il m'a pas dit il faut des gens très connus, mais il y a un moment où c'est clair que le financement aurait pu être plus rapide si j'avais dit ok, on va voir même à un moment du financement, je sais pas, Raphaël Personnaz qui est quelqu'un qui clairement, j'ai aucune idée s'il avait envie de faire le film, mais si j'avais eu un nom comme ça aurait été peut-être plus rapide, parce qu'on a mis un certain temps à financer aussi, parce que je voulais pas en fait d'acteurs de ce niveau de notoriété, pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a aucun en France aujourd'hui que je trouve assez talentueux pour les films que je voulais faire. Je suis assez critique sur les acteurs français, et donc je trouve que plus on va dans des zones où les gens on les a pas encore vus, plus c'est intéressant. Non, mais je trouve qu'il y a un gros problème sur les acteurs français professionnels. Je suis pas le seul à le penser, mais il y a des gens très intéressants, mais non, mais vraiment sur les acteurs entre 25 et 30 ans, je trouve que c'est assez catastrophique. Notamment les gens qui peuvent jouer un spectre de jeu large, c'est-à-dire il y a les acteurs qui sont bons pour jouer les gens très instinctifs ou les gens de la rue. Il y a les acteurs qui vont jouer les bourgeois ou les fils de famille ou les intellectuels. Et les acteurs qui peuvent jouer un spectre large, comme Depardieu pouvait le faire, comme Jean Gabin pouvait le faire, comme je sais pas moi, Leonardo DiCaprio peut le faire, comme Devers pouvait le faire. Franchement, on les cherche, ou quand on essaye moi de me les vendre, j'y crois pas. Raphaël Personnaz qui casse des murs, je peux pas y croire. Enfin, il y en a qui peuvent le faire, mais j'ai un problème de croyance. Donc j'avais vraiment envie. J'espère qu'il n'est pas dans la salle ou qu'il n'y a pas quelqu'un qui. Je le prends un peu comme un symbole. C'est pas un mauvais acteur, mais je trouve que les acteurs sont limités et qu'on essaye de nous vendre des gens en disant non, mais lui, il peut tout faire. Et 9 fois sur 10, je suis désolé, c'est pas vrai en fait. Donc Pascal, toi, c'est une toute autre contingence dans la mesure où tu as tourné sans distributeur. Sans producteur, avec une association qui s'appelle Les Enfants de la Dalle de Saint-Denis. Et j'ai tourné le film avec 6 000 euros. Et on s'est débrouillé avec les loueurs. Ils nous ont fait des tarifs d'amis, quoi. Enfin, les tarifs d'amis, 6 000 euros, c'est quasiment la location de la caméra. Donc, tarif d'amis, c'est du prêt, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous raconter précisément? Alors, on a eu en fait, on a tourné avec des appareils photo 1D et des 5D. Avec des objectifs cinéma, je ne me rappelle plus la marque. C'est Panavision, Alga, qui m'avait soutenu sur mon moyen métrage, qui avait aimé mon film. Donc j'ai continué comme ça un partenariat avec eux de confiance. Ils avaient envie de m'aider. Donc ils m'ont loué à 2500 euros tout le matos. Voilà, c'est presque le tarif de l'assurance, quoi. Donc c'est vraiment un geste. Et puis pour le son, on avait un super matériel son, des perches, des machins, des trucs super, pro, quoi. Et c'est grâce à mon ingénieur du son, Alexandre Abrard, qui a amené son matériel, et on l'a loué 1500 euros. Après, on a payé la bouffe.
C'était le gros investissement de mon film. C'était le ventre. Il fallait que les gens mangent bien. Donc j'ai la famille Pézeron, ils ont un restaurant antillais et on a fait une bouffe d'enfer. Pendant combien de semaines antillais? Pendant 6 semaines, on a tourné, ils en pouvaient plus, ils n'en a jamais aussi bien mangé sur un film que voilà, pour 3 € chacun, on mangeait bien. Voilà, donc ça nécessite voilà, de l'imagination, voilà, et on payait l'essence, on a récupéré des appartements, des décors, on a squatté des décors sans autorisation. J'ai tourné chez ma grand-mère, elle le sait pas. Elle dormait. Voilà, j'avais envie de tourner absolument chez ma grand-mère. Je lui ai demandé, non. Donc, comment faire? Donc, j'ai appelé ma mère. Je dis voilà, faut que tu la kidnappes. Et pendant 10 jours, elle est restée chez ma mère. Et comme j'ai le double des clés, tac, voilà. Et puis, voilà, que de la débrouillardise. C'est la famille, c'est les amis, c'est système D, on est dans la crise, on est dans la merde, on trouve des solutions voilà, autres, associatives. Et puis voilà. Et puis, mais alors, donc là en l'occurrence, on voit que en mode de financement classique, il faut convaincre des commissions, il faut convaincre des chaînes. Toi, comment peux-tu convaincre des techniciens, des comédiens de t'accompagner en leur disant je n'irai pas en commission, c'est-à-dire je ne chercherai même pas cet argent? Déjà, moi je suis très ancré à Saint-Denis, donc tout le monde me connaît là-bas. Donc quand je vais dans un barbecue en bas d'une cité, je fais mon casting en mangeant des merguez. Je dis tiens toi viens voir. Tiens ça te dirait pas de jouer dans un film? T'as une tête franchement t'es sérieux et tout. Ouais, vas-y attends vas-y on fait un petit essai si tu veux demain et tout. Voilà ça s'est fait comme ça, on n'a pas fait de casting. J'ai chopé les gars, j'ai écrit ce que je connais des rappeurs de Saint-Denis, je pensais à eux. Voilà j'ai écrit pour eux donc je les ai branchés comme ça et puis pour eux c'était un gag. Ils m'arrêtent, c'est un long métrage de cinéma. Ouais, mais moi je suis pas acteur. Ouais, mais moi. Et en fait, on a fait un stage pendant 1 mois où je leur ai appris un petit peu les techniques de base de respiration, concentration, etc. Et surtout, je leur ai montré que j'avais confiance en eux, une confiance aveugle. Et du coup, ils se sentaient soutenus, etc. Donc, ils ont pris confiance et puis ils s'amusaient. C'était très ludique. Et du coup, voilà, on tournait en bas de chez moi, il y avait un kebab, on a tourné voilà, ça faisait pas, pour eux, ils n'avaient pas la pression, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'on était capable de faire. Donc du coup, ils étaient complètement libres, freestyle, complètement dingues, ils se lâchaient complètement. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont halluciné, parce que voilà, c'était un vrai film. Mais j'ai fait 5 mois de montage quand même. Et ça, c'était le plus dur presque pour moi, 5 mois de montage, c'était juste l'enfer, quoi. Parce que je trouvais pas de solution, j'ai fait des retakes pendant le montage parce que voilà le scénario évolue, je vire des personnages, je fais des retakes avec un 5D dans la rue, donc c'était vraiment un marathon épuisant et enfin vraiment faut y croire, ouais, faut avoir la foi, mais le montage c'était le plus dur pour moi parce que tu es enfermé 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Non, j'avais une monteuse, on avait déjà fait un clip ensemble. Elle est très jeune, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, donc je lui ai donné sa chance. Donc on a monté pendant 4 mois. Elle est intermittente. Merci le système des intermittents. Et après, elle ne pouvait plus, il fallait qu'elle fasse ses heures. Et du coup, quelqu'un d'autre l'a remplacée. Et on a fini le film. Voilà, j'avais organisé... voilà, mais j'ai été dépassé par les rushs. On tournait à 2 caméras, comme on est en impro, pour nettoyer, c'est la seule solution. Parce qu'il y a beaucoup de déchets en impro et du coup chercher les pépites, organiser le truc et tout, ça m'a pris un temps fou et là j'ai perdu mon statut d'intermittent parce que j'étais intermittent grâce au documentaire pour la télé et ça m'a mis sur la paille, donc voilà quoi, c'était un peu dur la fin, mais on savait qu'on tenait un truc spécial, donc même par rapport à tous les l'engagement des techniciens, je pouvais pas lâcher, je pouvais pas faire durer le truc pendant 3 ans. Je m'étais vraiment engagé par rapport à eux, quoi. Les techniciens, donc je comprends que tu trouves des comédiens en bas de chez toi et que tu les convaincs comme ça. Les techniciens, quand on voit ton film, c'est assez frappant. À aucun moment on se dit que c'est un film qui a été fait avec 6 000 € parce que techniquement, on ne trouve rien qui pêche, en fait, vraiment. Et donc c'est assez frappant. Comment tu les as convaincus? Est-ce qu'ils sont coproducteurs de ton film? Non, bon, on va faire des contrats. Enfin, on espère trouver de l'argent. Voilà, c'est un film pirate, donc j'ai un gros problème, ce qu'on appelle l'agrément.
Moi, mon objectif, c'est de trouver de l'argent pour les payer, bien sûr. Parce que voilà, là, on arrive à une étape super importante, parce que jusque-là, tous les projets sont égaux, quelque part, dans leur manière de se faire et de se penser. Maintenant, c'est la question de... En fait, c'est des amis. J'ai travaillé sur un cours là, sur un doc, voilà, c'est des gens qui m'aiment bien, qui savent que c'est dur de faire un long, que j'arrive pas à trouver de producteur. Donc, bon, et eux aussi n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, je leur fais confiance aussi, parce qu'ils n'avaient jamais fait de long. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'ils avaient aussi une formation documentaire. Donc tu disais, c'est très chaud, le point, ça c'était le truc le plus dur, en plus le 5D c'est super dur le point, et je leur disais, donc ils n'avaient pas d'assistant en fait, et j'avais 2 chefs-op, et ils faisaient le point eux-mêmes, donc c'était vraiment très très rock'n'roll, mais je savais qu'ils étaient habitués à être dans cette situation de documentaire, donc j'avais choisi vraiment des gens qui étaient compétents pour s'adapter à des trucs un peu, voilà, comme ça, super épuisants, mais qui ont ça, ils sont doués, et voilà, ils ont un talent fou pour ça. Et du coup, j'avais choisi des gens qui étaient capables de s'adapter à. Enfin, notre équipe, on était que 6, hein, donc on n'était pas nombreux. On avait un assistant caméra qui gérait tout. Mais sinon, les gars, bon, c'est aussi des appareils photo, c'est pas non plus des grosses caméras de dingue. Pour charger, éventuellement mettre les optiques. Voilà, c'est des gens qui avaient envie que je fasse un long, et aussi, au-delà de ça, quel est le sujet du film? Est-ce qu'il y a beaucoup de films comme ça en France? Il n'y en a quasiment pas, surtout vu de l'intérieur. Et du coup, et la plupart étaient de banlieue. Donc du coup, c'était des militants, les types. Ils ne faisaient pas ça pour faire leurs heures. Sinon, ils vont bosser sur France 5, sur des plateaux télé ou je sais pas quoi. Mais ils avaient envie de faire de l'art, entre guillemets, et surtout un truc qui raconte. C'est le scénario qui les a motivés. C'est pas juste moi. C'est ce que j'avais écrit. J'ai quand même travaillé 2 ans. C'est mon scénario ils avaient un vrai film à faire. Donc ça les a excités. Et puis ils aiment tous le rap. C'est un film sur le rap. Donc voilà, c'était des gens qui étaient dans le délire. Donc après, si on a, pour eux, c'est un geste héroïque ce qu'ils ont fait. Et je leur serai toujours éternellement reconnaissant. Mais moi, mon objectif maintenant, j'ai créé ma boîte de prod, puisque j'ai pas réussi à trouver une boîte de prod qui avait envie de mettre de l'oseille dedans. Donc je suis obligé de le faire tout seul. Et je vais chercher des sous, des subventions, des machins. À la SRF, on réfléchit aussi sur comment déverrouiller l'agrément, qui est un truc très très dur. Et on essaye de vouloir montrer qu'on n'est pas des voyous, qu'on veut payer les gens avec des contrats, etc. Mais ça va être très très dur, ça va être très très difficile, parce que si on n'a pas l'agrément, parce que moi j'ai trouvé un distributeur grâce à Cannes, c'est UFO, et eux ils ont des subventions du CNC et de l'aide Canal. Si je n'ai pas l'agrément, tout l'argent qu'ils dépensent pour la promo du film, ils le perdent. Peut-être juste avant de parler de l'agrément et de la sortie qui va être notre dernière étape, on entend juste Marie sur... oui, pardon, c'est juste la question du financement de ton film, les étapes, le budget. Alors, en fait, donc on a eu 3 ans d'écriture. Après, ça s'est enchaîné assez vite. On est allé au CNC, on a fait, nous, 2 euros. Et donc l'oral c'était assez particulier parce qu'on était 3, donc il fallait vraiment faire un show, quoi. Donc on est devenu un peu des saltimbanques du CNC. Il faut savoir que c'est 15 minutes, hein, l'oral de l'avance sur recette. Voilà. Et surtout, on a eu très vite un distributeur qui est Pyramide. Et on a fait lire le film assez vite à Roxane Arnold qui, je dois dire, a eu le courage de le défendre et de le soutenir très en amont. Donc Pyramide étant le distributeur, on avait la possibilité, donc encore une fois, d'aller à Canal. Canal nous a donné ce qu'on appelle un très petit canal. C'est-à-dire que là, pour le coup, nous, on avait fait des cours, ils avaient vu notre travail, et les gens qu'on filmait, qui avaient des vraies gueules, comme on dit, et ils nous ont donné un très petit canal. Combien ? Je sais plus, mais c'est la plus petite enveloppe qu'ils ont distribuée de l'année, je crois. Ouais, j'en sais rien. Après, je les ai pas eu au téléphone, mais voilà. On n'a pas eu Ciné Plus ou des trucs comme ça. Et on a eu surtout la région Lorraine dans laquelle on avait fait nos films, donc eux qui nous ont vraiment aidés. Et voilà, c'est après tout. Et une Sofica, pardon. Voilà, les Sofica, alors je sais pas si on en parle. Bon, c'est un peu compliqué. Mais on est parti avec ça. Donc au final, on avait 1,4 million de fabrication pour faire le film. Donc l'équipe était, donc ce que je vous racontais tout à l'heure, payée vraiment
voilà, notre chef opérateur Julien Poupard, je pense que voilà, c'était compliqué, il était à moins 60 de son tarif, quelque chose comme ça. Mais il l'a fait par rapport à cette fidélité qu'on avait donc ensemble entre les cours et puis voilà dans ce passage au long. Et donc on payait nos comédiens au tarif syndical, pareil pour la figure. Ça a été très compliqué parce que c'était un film qui nécessitait quand même pas mal de jours de présence des comédiens. C'est con, mais dans l'écriture, par exemple, aujourd'hui, quand vous avez peu d'argent, bah, vous vous dites, ah bah super, un huis clos à 3 personnages en bord de forêt, c'est peut-être plus simple. Nous, on a écrivé des scènes de mariage, des scènes de mairie, des scènes où en fait il fallait 100 personnes. Et donc en fait... tout simplement pour vous dire aussi que ce que ça a appris aussi cette étape de financement, c'est quand on écrit, une fois qu'on a fait son premier long métrage, on commence à écrire chiffré, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez l'expérience de ce que ça veut dire concrètement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'autoriser à rêver et pas s'autoriser à penser qu'on peut lever à terme 3, 4, 6 millions, pourquoi pas. Mais on écrit avec presque une calculette parfois sur certaines séquences. Et je pense que c'est par contre une contrainte qui peut être très positive. Donc voilà, il faut s'ajuster. Il ne faut pas que ça devienne trop imposant. Mais c'est aussi intéressant, une fois qu'on a passé cette étape du premier long métrage, de penser aussi comme ça et de ne pas être complètement naïf. Parce que nous, on tombait des nues. Hein. Il y a des jours, on disait, bah là, la séquence, c'est juste une séquence de cortège avec 3 bagnoles et 15 pelés, mais en fait, ça coûte tant. Et on était là, mais je ne comprends pas, c'est 3 bagnoles, 15 pelés, ça ne peut pas coûter tant. Et on nous expliquait pourquoi. Et il fallait s'ajuster. Donc voilà. Mais donc c'est un apprentissage qui est chouette. Et après, on a eu 7 semaines de tournage, ce qui est pas mal pour un premier long métrage. On tournait avec 2 personnes de près de 60 ans, un peu plus de 60 ans, et on avait très peur pour eux parce que c'était des journées un peu longues, et donc il fallait, et ça c'était utile, ne pas dépasser. C'est que eux ils n'avaient pas la force forcément de jouer plus que de 8 heures par jour, et puis nous ça nous évitait beaucoup d'emmerdes avec l'équipe technique, donc on n'a pas trop dépassé. Voilà. En tous les cas on a essayé de ne pas le faire. Alors, juste pour poursuivre sur le financement, vous avez une aide de la région, Moselle, ça Lorraine, ouais. Lorraine, d'accord. Et la ville de Strasbourg, pardon. D'accord. Et côté avance, donc 2 € pour 2 dépôts 2 € de dépôt, ouais. C'est un slogan maintenant. On se l'a fait beaucoup au CNC, c'est sympa. Alors, on va peut-être poursuivre avec toi, parce que tu avais attaqué sur le tournage, peut-être pour juste parler de l'expérience du tournage, en fait, qui est quand même... voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a 7 semaines à gérer plutôt qu'1 ou 10 jours Parlez de votre rapport aux techniciens. Donc, je crois que vous avez ça en commun tous les 3, d'avoir poursuivi avec les techniciens avec lesquels vous avez fait du court-métrage. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut évoquer, en fait, est-ce que c'est juste une fidélité ou est-ce que c'est un confort, un désir, en fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est vraiment technique? Donc, c'est intéressant de savoir ça. Et puis, parler aussi de la pression que ça représente, en fait, de tourner, mais quand on sait que ça a coûté plus d'1 million d'euros, plus de 3. Ouais, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est vrai que là on vous annonce les budgets et tout, mais moi je me souviens que la première fois qu'on m'avait dit que le long métrage avait coûté 1,7 million ou 1,4 million, je vous jure, je me suis senti pas bien. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, malgré tout, il y a comme une forme de pression à vous dire que parce que vous avez écrit 90 pages, vous avez 1,7 million de responsabilité sur la gueule. Alors avec le producteur qui partage les risques de ça, mais quand même ça engage aussi une forme de responsabilité malgré tout, et c'est assez impressionnant de se dire que tout cet argent est dédié à 7 semaines et après du montage, et donc c'est très impressionnant. Donc on en parlait tout à l'heure avant de commencer, mais on vomit beaucoup en prépa. Moi j'ai symboliquement tendance à vomir le premier jour de tournage, que ce soit sur mes cours, sur mes longs, et d'ailleurs mon ingé son se marre parce que lui entend tout, et donc c'est pour ça que je le garde, j'ai pas envie qu'il qui répète. Ça, c'est une des raisons de la fidélité. Mais c'est une vraie raison parce qu'en fait ça se joue aussi là. Le cinéma ça peut se jouer là. Et donc il y a une vraie pression. Nous on a fait un film donc où pour ces raisons du Luxembourg un peu spécial là, on a eu une prépa qui a duré que 1 mois. Et une prépa d'1 mois où il faut retrouver quand même les 3/4 de son casting, ses décors, ses autorisations, héberger une équipe avec peu d'argent, etc. Ça a été extrêmement difficile. Et après, il y a un truc formidable avec le tournage, c'est qu'une fois qu'il est parti, rien ne l'arrête, quoi. C'est-à-dire que même si vous pleurez votre mère et vous vous dites mais mon Dieu que tout s'arrête tout de suite, il y a trop d'emmerdes, parce que vraiment un tournage c'est tellement d'emmerdes, c'est incroyable, c'est un métier de masochiste, hein, mais vraiment, hein. On aime se faire mal, on aime ça.
Et ben ça ne s'arrête pas. Et donc c'est la seule chance que vous avez en tant que réalisateur, c'est qu'en fait vous ne pouvez pas l'arrêter. Et donc il va falloir bien aller sur le champ de bataille et combattre. Et il y a un peu, c'est vrai, ça a l'air un peu romantique et un peu daté comme idée, mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'être un peu commando avec ses lieutenants pour pas se faire bouffer par la journée, par le temps qui nous est accordé, pour rentrer, comme on dit, ce qu'on a à faire pendant la journée, en permanence s'adapter. Et moi, c'est ce qui m'amuse le plus, mais c'est aussi ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'en fait, il faut s'adapter tous les jours. Parce qu'il devait faire beau, il pleut, parce que votre comédien a une gastro, parce que... Enfin voilà, en fait, en vrai, c'est ça, un tournage. Ou parce que tout le monde est fatigué et qu'on mange mal et que c'est difficile. Donc, ou parce qu'on n'a plus d'argent, il faut faire sauter 2 ou 3 scènes que vous aviez écrites et vous étiez persuadé que c'était le nerf de la guerre et que sans ces scènes, on n'y arriverait pas. Donc voilà, mais ça c'est... On ne s'installe pas aussi, parce que le problème du court-métrage, c'est aussi que ça vient de commencer et hop, c'est déjà fini. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène de... Alors, dans notre cas, non, pas du tout. Moi-même, non. C'était le marathon vraiment pendant cette semaine. On n'avait pas assez de temps pour tout rentrer, en vrai. Enfin, par rapport à ce qu'on avait écrit, mais encore une fois, on avait écrit à l'époque en ne sachant pas ce que ça allait coûter et ce que allait devenir. Donc, en fait, non, on n'a pas du tout eu un ronron ou une routine. Pas du côté de la mise en scène, en tout cas. Je crois que notre premier assistant a dû dormir 2 à 3 heures par nuit sur cette semaine. Donc n'allez pas lui parler de ronron parce que je pense qu'il va devenir très très fâché. Donc non, pas du tout. Antoine Chevrolier, ouais, donc le premier assistant, et ses Antoinettes, puisqu'il avait deux jeunes filles formidables à ses côtés, ont très peu dormi. Voilà. Mais c'est un sport de combat, ouais, faire un film, je crois. Enfin, j'ai ce sentiment, j'imagine que vous aussi. Après, ce qui est fou, c'est que vous savez même plus pourquoi vous faites les choses, mais il y a l'intuition. Et c'est la seule chose qu'il faut croire, parce qu'il y a, je vous dis, tellement d'emmerdes, tellement de péripéties, tellement de choses impossibles à calculer en amont, à prévoir, à justement canaliser, même s'il faut le faire le plus possible, mais c'est toujours de l'imprévu en fait, et c'est toujours du présent. Mais il faut garder dans le fond une forme d'intuition au fond, et on ne sait pas encore malgré tout à quoi ça va ressembler. Mais il faut garder cette intuition qu'on a eue 7 ans auparavant. C'est un truc de fou. Parce qu'en 7 ans, quand même, on a le temps de l'oublier. Mais non, il faut la garder. Et voilà. Et après, il y a la sortie, le montage. Enfin, je vais peut-être passer la parole. Alors, juste les techniciens qui t'ont suivi du coup, Roland. Ouais. Donc c'était. Alors c'est le chef opérateur Julien Poupard et Ronan Boudier qui fait le point, l'ingé son Mathieu Villien et Francis Bernard qui fait la perche, Frédéric Bayèche en post-production, donc au montage. C'est important aussi de parler de la post-prod parce que voilà, c'est des gens qui sont aussi une réécriture du film. J'en oublie, pardon, je ne sais plus. Et donc c'est une question qui ne s'est pas posée pour vous en fait, c'est-à-dire c'était automatique. Oui, c'est-à-dire qu'on voulait retourner quand même avec la majorité des gens avec qui on avait fait les cours. Certains pouvaient pas, certains étaient engagés sur d'autres films. Julien, par exemple, ça a été dur à un moment donné de l'avoir parce qu'il était très demandé et on a eu peur de perdre notre chef opérateur historique et donc on a vraiment flippé ce jour-là parce qu'on s'est dit si on n'a pas Julien, alors il faut recommencer une amitié, une intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc, dont on ne connaît pas ni les qualités mais non plus pas les défauts. Et c'est important de connaître les deux chez ces techniciens parce qu'on peut les anticiper un peu ou en tous les cas on n'est pas surpris. Voilà, des caractères effectivement, parce que c'est très humain tout ça. Et ça à chaque poste. Après, ce qui est étonnant aussi, c'est que dans le court-métrage, la joie, la spontanéité de vos équipes à faire quelque chose où justement il n'y a pas d'argent. Alors voilà, il n'y a pas d'argent. Et en fait, on fait ça parce qu'on veut s'amuser. On avait fait un court-métrage qui s'appelait Demolition Party. On est parti à l'arrache, sans scénario, en freestyle pendant une semaine. Les gens étaient fous de joie. Et on bouffait de la merde. Et c'est vrai, vraiment, c'était horrible. Mais il y avait la joie parce qu'il n'y avait pas de question d'argent, il n'y avait pas de question de syndicat, il y avait pas. Et quand vous passez au long, il faut se le dire, et c'est normal aussi. Ils travaillent pendant 7 semaines, ils font ça à l'année. Enfin, voilà, c'est tout à fait compréhensible. Mais en tous les cas, cette notion-là vient perturber malgré tout les rapports que vous aviez pu avoir auparavant dans le court-métrage. Et que ça, je sais que pour moi, ça a été, enfin pour nous même, ça a été très
très violent de se dire ah mon Dieu, mais attends, je croyais qu'on allait boire des bières et travailler jusqu'à minuit, mais en fait tu m'annonces que t'es papa, donc c'est pas possible, donc en fait tu vas aller rentrer skyper ta femme, et c'était pas vrai il y a 2 ans. Et voilà, mais et ça il faut rester serein par rapport à ça, mais c'est une vraie donne qui change par contre entre le court et le long métrage, vraiment. Juste un dernier point, tu as tourné sous convention collective. Non, D'accord. non, mais la post-prod s'est fait sous convention. Et il y a eu, ça a eu une influence sur la post-prod? Ah bah le monteur a été, ouais, il était content lui. Non, quoi vous dire bah non, mais ça réduit un peu le temps de post-prod. Après, on a été très aidé par notre production qui a fait en sorte qu'on soit pas à courir derrière les heures et les jours de montage. Mais oui, ça réduit le temps de post-prod, de fait. Alors, en effet, le court-métrage, moi j'en avais fait 3, assez courts, enfin, genre 15-20 minutes. Et mon moyen-métrage m'a permis d'enchaîner 2 semaines avec une coupure. Parce que c'est ça qui tue un petit peu la différence entre un court-métrage et un long-métrage, c'est qu'il y a des coupes. Et il faut se relancer, on est épuisé, on se repose un tout petit peu, et on se relance la semaine suivante. Et donc j'avais fait mon moyen-métrage, j'avais fait 10 jours, je crois que j'avais 5 et 6, j'avais fait une coupure. Et enfin, moi je vous recommande, si vous ne vous sentez pas prêt pour faire un long, de faire des trucs comme ça, parce que ça, il faut vraiment, je pense qu'un réalisateur, et c'est lui qui donne l'énergie quand même. Il y a son premier assistant, mais si on n'est pas au taquet dans l'énergie, si on repart pas la semaine numéro 2 dans un truc comme ça, et du coup, moi ça m'a permis d'apprendre ça, parce que c'est vrai qu'il faut gérer une équipe, la psychologie, les tensions, les fatigues, et essayer de ne pas dépasser. Donc moi, même si mon film c'est un peu le bordel, un pro machin, mais j'avais quand même cadré avec un premier assistant qui m'a fait un plan de travail sur 6 semaines, et on a vraiment, j'ai viré des trucs, des séquences, des trucs comme ça. Et parce que moi, mon objectif, c'est justement que le train il s'arrête pas, quoi. Comme on n'avait pas d'argent, il fallait que ça soit tout dans l'énergie. Donc moi, je dormais pas. Parce qu'on n'avait pas de script, on n'avait qu'un premier assistant héroïque, Fouad Sassi, qui a fait un travail extraordinaire sur ce film. Sans lui, j'aurais pas fait le film. Parce que c'est lui qui fédérait l'équipe, etc., la communication entre les gens, anticiper les problèmes, tout ça. Moi, je faisais les repérages le week-end, parce qu'on n'avait pas comme on n'avait pas d'argent, on pouvait pas stopper, enfin, bloquer donc c'était très très fragile. Il y avait des acteurs qui nous plantaient. Donc le week-end, je repartais dans les cités chercher des seconds rôles. Enfin, c'était un peu stressant. J'étais coiffeur, je m'occupais des costumes. Donc j'avais un plan, et c'est moi qui gérais parce que bon, les autres ils auraient oublié, quoi. Donc c'est moi qui gérais les costumes. Donc voilà, mais c'était assez marrant. Mon erreur, c'est que j'ai voulu trop tourner, comme je me suis fait plaisir. Comme j'avais pas de producteur, bon bah ce que j'ai écrit, je l'ai tourné. Mais au montage, des fois ça marche pas. Donc du coup, on s'est dit, on a viré énormément de trucs. Et c'est là où, si j'avais eu un producteur, il m'aurait dit non mais attends, t'es sûr là, ces personnages tu peux les sauter, ça n'a pas d'intérêt et tout. Et du coup j'aurais moins épuisé mon équipe, parce qu'on a tourné 6 semaines. Et en fait on aurait pu virer peut-être 2 semaines de tournage. Donc on aurait pu le faire en 4 semaines, et ça aurait moins épuisé mon équipe. Mais en même temps, quand on est fatigué, quand on fait un film, on est moins dans le contrôle. Il y a des trucs qui t'échappent, il y a quelque chose de... Même les acteurs, c'est ce que font les grands metteurs en scène, genre Keshish, Piala, Cassavetes, etc. Où les acteurs, ils sont tellement fatigués, ils en peuvent plus, ils sont rincés, et il se passe un truc qui leur échappe. Et voilà, bon, si ça se trouve, j'aurais tourné en 4 semaines, j'aurais pas eu le rendu de ces acteurs épuisés. Voilà, donc, et donc, moi, je prône beaucoup de prises, en fait. Et le luxe du numérique, c'est qu'on peut se lâcher et expérimenter, chercher des nouvelles pistes, etc. Vraiment, on s'amusait dans le jeu et tourner beaucoup. À un moment donné, les acteurs, ils sont débutants, mais au bout de 6 semaines, ils sont expérimentés. Et puis, ils ont plus peur. Et puis comme tu dis, le lendemain, t'as pas le choix. Elle était dégoûtée, la petite, elle avait plus envie. Des fois, attends, c'est quoi ce truc? Mais bon, au bout d'un moment, et puis du coup, c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose d'instinctif qui se fait dans la durée. Et moi, j'ai vraiment senti la différence entre le court et le long métrage par rapport aux acteurs, à leur jeu. Et même les techniciens, on est moins stressés en disant putain, ça va durer qu'une semaine, faut pas me rater. Là, on peut refaire, ça dure et tout. Puis finalement, ça devient une sorte de quotidien où on désacralise aussi
le moteur action, etc. Parce qu'on est dans un truc qui dure, on a le temps. Même si j'essaie de respecter les horaires et de ne pas faire trop d'heures sup quand même, pour pas les rincer totalement. Arthur, donc toi, grosse responsabilité parce qu'un budget encore plus conséquent et en plus un tournage sous convention, je crois, c'est ça hein? Ouais, on était sous convention et on a tourné 8 semaines et demie le corps principal du tournage. Et là, je vais tourner début février le résidu, donc on aura 9 semaines de tournage en tout. Donc ça c'était une des raisons, enfin le scénario était très long, mais je te rassure, je vais couper aussi des choses dont j'étais sûr que c'était incoupable, et pourtant j'avais coupé déjà avant beaucoup pour arriver à ces 9 semaines, c'est déjà énorme. Donc il y a toujours des déchets, j'ai l'impression, en tout cas pour les premiers films, il y a un moment où l'inexpérience de l'écriture, tu la sens, c'est-à-dire que tu ne vois pas, tu n'as pas le compas dans l'œil pour savoir ce qui est nécessaire à ton... Voilà. Le montage aussi. Bah oui, le montage est... Voilà. Donc voilà, après sur la question des techniciens, moi j'ai travaillé avec un noyau comme ça, assez réduit en fait de gens avec qui j'avais déjà travaillé. Mon frère qui est chef opérateur, Tom Harari, mon assistant Benjamin Papin qui a fait 2 films avec moi avant, mais ça fait très longtemps que je le connais et on est très proches. Et en fait sur le tournage, c'est tout, je crois. Après je monte avec un monteur que je connais très bien, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, mais finalement sur le tournage on n'était pas très nombreux, et ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est la première fois que je tournais un film avec ce producteur. Donc en fait le noyau dur c'est des gens dont je suis extrêmement proche, mais autour il y a eu quand même un renouvellement conséquent des gens avec qui on a travaillé. Et ce qui n'est pas négligeable non plus au niveau des comédiens aussi. Moi j'ai souvent travaillé avec les mêmes comédiens avant, enfin avec des comédiens justement qui n'étaient pas dans ce film là. J'ai fait 4-5 films courts moyen métrage avant, et il y avait toujours soit 1, 2, 3 comédiens en commun, voilà, qui au départ n'étaient d'ailleurs pas des comédiens. Il y en a qui le sont devenus un peu. J'ai beaucoup filmé mon petit frère qui est pas vraiment comédien mais qui commence à avoir un peu d'expérience. J'avais filmé un ami dans un des premiers films que j'ai fait qui est devenu comédien et tout, et donc j'avais un rapport un peu comme ce que toi tu dis, ou même Marie, au fait d'écrire pour des gens qui sont, avant d'être des acteurs, qui sont des gens proches ou qui m'intéressent. Et c'est la première fois que j'ai pas procédé comme ça, parce que je pense que j'avais besoin de faire autrement, et que en l'occurrence ce que je voulais raconter ça fonctionnait peut-être pas avec ce mode là quoi. Et surtout je pense que j'avais envie de passer à autre chose quoi. Et donc j'ai eu l'impression d'aller dans un terrain étranger, et c'est pas pour rien que j'ai tourné à l'étranger aussi. Je pense que je voulais pas faire je voulais me mettre en danger aussi à ce niveau là quoi. Je voulais pas être dans la reproduction, parce que souvent quand on passe à un premier long métrage, tout incite à ce qu'on fasse la continuation du geste qu'on a entamé avant avec le court ou le moyen métrage, soit sur un film, soit sur plusieurs films. Et voilà, c'est comme une boucle qui se boucle. D'ailleurs, moi, c'est ce que je m'apprêtais à faire avec ce film que j'ai pas fait, parce qu'on m'a pas donné d'argent. Mais c'était un film à 3 personnages. Les 3, c'était quasiment des gens avec qui j'avais écrit pour eux, des gens avec qui j'avais fait des films avant. Et j'ai souvent fait des films à 3 personnages. Enfin, donc j'étais parti pour ça, et à un moment on m'a dit non, donc je me suis dit bon je vais essayer de renouveler complètement le truc, et peut-être que et puis il s'est passé pas mal d'années entre les films, donc il y a quelque chose qui s'est, et même je me souviens d'un rendez-vous ou deux avec des amis où j'ai dû leur expliquer pourquoi je ferais pas le film avec eux, un ami très proche à moi qui est acteur, avec qui j'avais fait plusieurs films, et un ingénieur du son. Et c'est délicat d'expliquer à quelqu'un que c'est pas parce que, enfin, qu'on n'a pas envie en fait de refaire un truc avec lui là, parce qu'il y a besoin de renouveler. Puis en plus c'est pas totalement vrai dans toutes les situations, parce que j'ai retravaillé avec mon frère, un ami qui était mon assistant, donc c'est, mais il y a quand même, c'est une réalité aussi. Des fois on n'a pas envie on a envie de nouveautés quoi, donc voilà. Oui, et donc la pression, est-ce qu'il y a la peur ou pas?
Est-ce qu'il y a un ressenti différent dans le fait de déployer quelque chose sur 8-9 semaines? L'expérience est quand même ultra différente. Ouais. Moi j'ai la sensation que... Je sais pas comment dire... Alors, moi c'est mon cas, le tournage c'est le moment où je suis le plus heureux, parce que j'ai pas tellement de temps d'avoir peur en fait. Même sur 9 semaines, c'est ça que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est un travail qui est tellement urgent, même quand on a 9 semaines et beaucoup de budget, c'est-à-dire que les journées elles sont pas compressibles. Enfin, on pouvait pas. En plus, nous, sous convention, on avait très peu de droit aux heures supplémentaires. Ça, c'était une contrainte très grande. Alors, très peu, c'est quoi en fait? Comment? Très peu, c'est quoi? Alors, le contrat de départ avec la direction de production, c'était pas d'heures supplémentaires. Mais on s'est vraiment mis ça en tête, c'est-à-dire qu'on a fait un plan de travail, c'était minuté à l'heure près, ce qui se fait pas sur un long métrage normalement. Moi, je savais, enfin mon assistant, il savait, et donc je le savais très rapidement. C'était un plan de travail délirant. Si on dépassait d'une demi-heure un plan, c'était très compliqué, c'était hyper dangereux. Donc combien de prises en moyenne? C'était la première fois que je tournais en numérique aussi. Tous mes films je les avais fait en pellicule avant. Donc ça changeait aussi, c'est-à-dire j'étais censé avoir plus de prises possibles, et évidemment c'était le cas, mais en moyenne je pense que j'ai eu moins de 10 prises par plan, peut-être 8 prises par plan en moyenne sur... Donc, je veux dire, c'était hyper speed, quoi. Sur 9 semaines, il y a vraiment des scènes sur lesquelles j'étais plus speed que sur mes courts-métrages. Ce qui est quand même un peu un délire. Mais en fait, on avait droit à des heures supplémentaires. Surtout que c'est un compte hebdomadaire. C'est très compliqué, le compte. Parce que c'est peut-être ça, il faut dire, dans ce qu'on appelle l'annexe 3 de la convention collective, ce qui coûte très cher. Alors la grille des salaires est réévaluée pour essayer de la démocratiser, on va dire, de rééquilibrer des déséquilibres. Et ce qui coûte très cher, c'est les heures supplémentaires et les heures de nuit. Ça c'est assez délirant à quel point c'est majoré. Et je rentre pas du tout dans la morale de ça. Je pense qu'il ça se défend, notamment sur les heures supplémentaires, parce que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, a vraiment épuisé beaucoup d'équipes pendant des dizaines d'années, et que c'est pas pour rien si à un moment il y a eu des réclamations sur ça. Après, je trouve que c'est quand même compliqué à ce point-là d'avoir une pression. Ça, pour moi, c'est le bémol de mon expérience. Donc, il y a un compte hebdomadaire, c'est-à-dire on a droit à un certain nombre d'heures supplémentaires par semaine. Quand on dépasse un jour, on ne pourra pas dépasser l'autre jour. Enfin, c'est assez complexe. Et ça, je l'ai compris pendant le tournage. Et donc il n'y a plus de négociation de gré à gré, par exemple, entre ton assistant et les ouvriers, par exemple. C'est quelque chose qui est régi. Non, ça, c'est plus ou moins banni, c'est-à-dire les négociations gré à gré. En tout cas, nous, on avait... Non. En fait, il y a par exemple il y a des plans qu'on a été tournés entre guillemets à l'arrache. Et alors là, on allait voir l'assistant opérateur et on lui disait voilà, on va faire une heure sup, mais elle était payée plein pot, quoi. Mais on était obligé de choisir scrupuleusement les techniciens avec lesquels on le faisait. Des fois, c'est compliqué parce que on va voir un type et l'autre il dit ah ouais, moi je suis pas nécessaire. Voilà, donc et en même temps, bon, ça se fait sur les tournages. On a besoin d'être 3 au lieu d'être 15. Bon, on est 3, quoi. Ça, c'est une notion importante quand même que vous évoquez. Quand on passe au long métrage, on découvre en fait qu'être cinéaste, c'est aussi être entre guillemets chef d'entreprise. Enfin, tout d'un coup, en fait, on a sur les épaules des choses qu'on n'a jamais eues, qui est en effet la question des heures sup, du respect des heures. On découvre en effet une autre facette de ces techniciens, avec la fatigue, avec le temps, avec voilà, les questions familiales qui débarquent. Il faut gérer énormément de psychologie. Et on vous dit bon écoute là tout le monde est démotivé, faudrait que tu fasses un discours, enfin des trucs justement moi mon expérience sur ce film elle est que, et ça c'est sans doute une des vertus de cette annexe 3, quand on a un budget qui permet de pas être dans les choux, c'était mon cas, c'est que j'ai pas eu à faire ça en fait. Il y a eu sur 9 semaines très peu de fatigue. Moi j'ai ressenti peu de fatigue parce que en fait on travaillait quasiment jamais plus de 8 ou 9 heures par jour de présence sur le plateau. Ce qui est assez rare sur un long métrage. C'est hyper rare. Y avait les techniciens étaient relativement tranquilles, quoi, parce que ils savaient que à la première minute quasiment des dépassements, ils seraient payés un peu plus. Ça veut pas dire qu'ils étaient tranquillous et qu'ils allaient plus lentement pour être payés en heures sup. C'est pas du tout le cas. Ils travaillaient très bien, mais il n'y avait pas cette espèce de stress et de pression. Et en fait, ça c'est assez positif parce que j'avais pas à gérer ça en fait. Je veux dire.
on se posait des questions de travail et pas tellement, quasiment jamais, des questions de débordement affectif. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on avait interrogé par exemple Mia Hansen-Løve sur son dernier film là, qu'elle avait tourné sous convention pour la première fois, elle racontait la chose quasi inverse, c'est-à-dire que ses techniciens amis avec qui elle avait déjà fait 3 longs, les situations se retrouvaient extrêmement tendues parce que pas d'heures sup tolérées et donc un autre rythme de travail qui n'était pas le leur et donc aussi parce que quand on est réalisateur, à un moment, ce qu'on va devoir privilégier, c'est les acteurs, parce qu'on sait que s'ils sont mauvais, c'est mort. Donc il faut absolument qu'ils soient bons en peu de temps, et donc la technique passe un tout petit peu après. Et du coup, des rapports qui se tendent vachement à cause de ça, quoi, à cause de cette pression sur les horaires. Moi, j'ai une explication sur ça. Je pense sur le film de Mia, c'est que le film n'avait, enfin, comment dire. Moi, en tout cas, j'ai une explication sur mon film, c'est que je pense que l'équilibre était bon. On avait suffisamment de temps, c'était effectivement tendu pour ne pas dépasser. Plus le tournage avançait, plus je comprenais que c'était moins tendu que ce que je croyais, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même se permettre un peu de dépassement, c'était pas si délirant que ça. Et grosso modo, 9 semaines, c'était ce qu'il fallait pour tourner ce qu'on avait à tourner, même si j'aurais préféré pouvoir faire plus de prises, etc. Mais elle, à mon avis, le calcul n'était pas bon. Mais j'en sais un peu quelque chose parce que le film a été développé par mon producteur et ensuite elle est partie voir un autre producteur parce qu'il trouvait pas assez d'argent, il y a des raisons. Et je pense que son film, il était plus cher que ce qu'elle a eu finalement comme argent. Et du coup, je pense qu'elle était en permanence en train de courir et que du coup, elle a eu ce sentiment qu'elle pouvait pas donner assez de temps à certaines parties de son travail. C'est que je pense qu'il y avait une ambition qui était très haute par rapport au budget qu'elle avait. Je pense que c'est ça. Je ne parle pas du tout du film, là, du rendu, je parle de la fabrication, quoi. Donc moi, je veux dire, c'est une expérience qui est pas tellement, qui ne peut pas être un paradigme, ce que j'ai vécu, parce que je pense que j'ai eu une relative chance d'être dans un équilibre assez vertueux, on va dire. Et c'est vrai que c'est là qu'on reconnaît aussi, quand on passe au long métrage, la valeur d'un producteur, la valeur d'un premier assistant. C'est-à-dire qu'ils vont être capables, en fait, parce qu'ils ont l'expérience de ça, d'évaluer la réalité du travail qui va être nécessaire au film et de ne pas épuiser les équipes. Et un film qui est mal préparé, un plan de travail qui n'est pas bon, c'est une catastrophe pour un film. Le temps de prépa, moi je pense que c'est une des choses les plus importantes sur un film. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut 4 mois de temps de prépa pour tous les films. Moi je pense que ce serait très bénéfique en fait, pour la plupart des films, d'avoir 3-4 mois de prépa, parce qu'en fait, tous les problèmes qu'on rencontre, on les rencontre en amont, et si on a suffisamment le temps, normalement, on arrive à régler la plupart, et donc le tournage se déroule mieux.